avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a nourri 2 orphelins, 20 ans plus tard, un hélicoptère atterrit devant chez lui. Dans le village reculé de Willow Creek, un petit bourg oublié du temps, niché entre des champs de maïs doré et des collines que le vent effleurait en silence, vivait un homme nommé Elliot Parker. Le village comptait à peine quelques dizaines d'âmes, et tout le monde connaissait tout le monde, sauf peut-être Elliot, non pas parce qu'il était distant, mais parce qu'il vivait à l'écart, sur une route que les cartes avaient presque cessé d'indiquer. Elliot était veuf depuis plus de 10 ans. Margaret, sa femme, son amour de jeunesse, l'avait quitté trop tôt, emporté par une leucémie discrète, comme une flamme qui vacille en silence avant de s'éteindre. Ils n'avaient pas eu d'enfants, mais ils avaient partagé un amour calme et profond, tissé de regards, de silences, de gestes simples. Elliot gardait encore sa robe de chambre accrochée derrière la porte, son châle préféré plié sur le fauteuil qu'elle aimait. Il n'avait rien touché dans la chambre, pas même sa boîte à bijoux en bois qu'il avait lui-même fabriquée pour leur 5e anniversaire de mariage. Chaque soir, avant d'aller se coucher, il ouvrait cette boîte, caressait doucement la photo d'elle qu'il y avait glissée, et murmurait « Bonne nuit, Margaret ». Sa maison, modeste bâtisse en bois gris, était celle de son père avant lui, un charpentier lui aussi. Les lattes du plancher craquaient sous ses pas, les vitres vibraient au grand vent d'hiver, mais tout y respirait le calme, l'ordre et la mémoire. Au mur, une horloge à balancier héritée de son grand-père battait encore le temps avec une régularité rassurante. Charpentier de métier, Elliot n'était pas un homme bavard. Il parlait peu, sauf quand il maniait ses outils, alors, ses gestes devenaient des mots. Dans chaque meuble qu'il façonnait, dans chaque jouet qu'il réparait, il mettait un soin presque paternel. Ceux qui le connaissaient savaient que sous ses airs un peu austères battait un cœur immense. Il aidait sans compter, sans se faire prier, et surtout sans jamais rien attendre en retour. Quand l'hiver mordait fort, il laissait des bûches devant les portes des familles pauvres, sans même frapper. Lorsqu'un banc de l'église craquait sous le poids des années, on trouvait le lendemain une planche neuve, bien vissée, sans savoir quand il était venu. Elliot vivait simplement. Il mangeait peu, surtout des plats rustiques, souvent les mêmes, pain de maïs, soupe aux haricots, pommes de terre rôties. Il lisait beaucoup, des vieux romans qu'il empruntait à la petite bibliothèque municipale. Et ses soirées suivaient un rituel immuable, une tasse de thé noir, le crépitement de la radio posée sur la commode, et un vieux carnet en cuir dans lequel il griffonnait ses pensées, souvenirs et regrets. Il écrivait surtout pour elle. Pour Margaret. Comme s'il continuait de lui parler à travers les pages. Certains soirs, il montait au grenier, ouvrait une vieille valise remplie de lettres et de cartes, et relisait les mots que sa femme lui avait écrits. Elle signait toujours de la même phrase. Avec toi, même le silence est doux. Ce silence, Elliot le portait désormais comme un manteau trop grand. Mais il ne s'en plaignait jamais. Il vivait au rythme des saisons, du bois qui fend sous la hache, du thé qui fume sur la table, des oiseaux qui viennent picorer sur le rebord de la fenêtre. Mais ce qu'Elliot ignorait encore, c'est que sa vie, si parfaitement rangée dans la solitude et les souvenirs, allait basculer un matin d'automne, dans un frisson de feuilles mortes et d'inattendu. Un samedi matin frisquet, alors que les rues de Willow Creek étaient encore baignées d'une lumière pâle et que la brume traînait entre les étals du marché, Elliot Parker repartait tranquillement vers chez lui, un vieux sac de jute rempli de pommes de terre calé contre sa hanche. Il salua d'un hochement de tête la boulangère qui fermait ses volets, évita les flaques d'eau laissées par la pluie de la veille, et s'apprêtait à traverser l'allée derrière la boulangerie quand quelque chose attira son regard. Derrière un conteneur rouillé, à l'abri d'un amas de cagettes vides, 2 silhouettes frêles étaient recroquevillées. D'abord, il crut à des sacs de chiffon abandonnés, puis il vit des petits genoux, des mains sales, des mèches emmêlées. 2 fillettes. L'une semblait avoir 7 ans, l'autre à peine 5. Leurs yeux, immenses et cernés, l'observaient avec méfiance, comme 2 animaux traqués. Leur peau était couverte de poussière, leurs vêtements trop grands, tachés, déchirés par endroits. La plus jeune portait une chaussure trouée, l'autre était pieds nus malgré le froid du matin. Elliot sentit son cœur se serrer. Il s'approcha lentement, comme s'il approchait un oiseau blessé. « Vous avez faim » murmura-t-il, la voix douce, presque brisée.
Les deux filles hochèrent la tête sans un mot, sans un geste. Juste un hochement minuscule, timide, presque honteux. Il s'agenouilla, posant doucement le sac de pommes de terre au sol. « Je m'appelle Elliot. »« Et vous ?» Un long silence. Puis, d'une voix éraillée, la plus grande répondit en désignant sa sœur d'un petit doigt tremblant. « Elle, c'est Miley. Moi, c'est Lena. » Il ne posa pas d'autres questions. Il ne leur demanda pas d'où elles venaient, ni pourquoi elles étaient là. Il vit ce qu'il avait besoin de voir, deux enfants seuls, affamés, oubliés du monde. Il tendit la main, lentement. Miley recula d'1 millimètre, mais Lena, l'aînée, posa ses doigts sales sur les siens, presque imperceptiblement. Ce contact minuscule fut un oui silencieux. Elliot se releva doucement, prit Lena dans ses bras, puis Miley. Elles étaient légères comme des brindilles. Il les porta jusqu'à sa camionnette, les installa sur le siège passager, et les enveloppa dans la vieille couverture de laine qui traînait derrière. De retour chez lui, il alluma immédiatement le poêle à bois. La maison était froide. Il les installa dans la cuisine, leur donna une serviette, leur fit couler un bain tiède. Les filles ne parlaient toujours pas. Elles se laissaient faire, comme des poupées abandonnées à la dérive. Pendant qu'elles se lavaient, Elliot fouilla dans les affaires de Margaret. Il sortit 2 robes en coton, un vieux chandail à col roulé, des chaussettes épaisses, des sous-vêtements qu'il avait gardés, sans trop savoir pourquoi. Il avait toujours refusé de vider ses armoires. Ce jour-là, il comprit pourquoi. Puis il se mit au fourneau. Il ouvrit son garde-manger, prit les dernières pâtes, une boîte de conserve de poulet, quelques oignons, des herbes séchées. Il cuisina un plat simple, mais chaud, nourrissant, fait avec amour. Quand il déposa les assiettes fumantes devant elle, Lena et Miley mangèrent avec une voracité qui foudroya son cœur. Elles ne levaient pas la tête, engloutissaient chaque bouchée comme si c'était leur dernier repas. Elliot détourna le regard. Il ne voulait pas pleurer devant elle. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il resta assis dans le vieux fauteuil de Margaret, celui qu'elle préférait près du poêle, et il observa les 2 petites endormies sur son vieux canapé. Elles s'étaient blotties l'une contre l'autre, emmitouflées dans la couverture tricotée par sa femme 20 ans plus tôt. Leurs visages, nettoyés de la crasse, révélaient une douceur bouleversante. Elliot se leva à l'aube. Il fit chauffer de l'eau, prépara un peu de gruau, puis prit le téléphone fixé au mur et appela les services sociaux du comté. Une assistante et un inspecteur arrivèrent 2 heures plus tard dans une vieille voiture grise. Les fillettes restèrent silencieuses pendant l'entretien. Mais quand l'assistante sociale évoqua un possible retour en foyer d'accueil, Lena fondit en larmes, agrippa la veste d'Elliot, et murmura d'une voix tremblante. « Pas là-bas, s'il vous plaît. » Alors Elliot, sans même réfléchir, se redressa et déclara d'un ton ferme. « Je veux m'occuper d'elle. Je demande la garde provisoire. » L'assistante le regarda, interdite. L'homme était vieux, veuf, sans emploi régulier. La maison était propre mais modeste, le frigo presque vide. Il n'avait rien d'un père idéal selon les critères du système. « Monsieur Parker, vous êtes seul. Vous n'avez pas de soutien. Mais j'ai de l'amour. Et je peux leur en donner autant qu'elles en ont besoin. » Un long silence s'installa. L'assistante échangea un regard avec l'inspecteur, puis avec les fillettes. Lena s'était accrochée au bras d'Elliot. Miley ne le quittait pas des yeux. Finalement, face à ce regard déterminé, inflexible mais plein de tendresse, les agents des services sociaux cédèrent. Ils rédigèrent les documents nécessaires à un placement temporaire, le temps d'évaluer la situation. Ce qui devait être temporaire devint permanent. Les semaines passèrent, puis les mois. Les inspecteurs revenaient périodiquement, prenaient des notes, observaient. Et à chaque visite, ils constataient la même chose, Lena et Miley avaient changé. Leurs visages s'étaient détendus, leur rire remplissait la maison. Elles dormaient mieux. Mangeaient mieux. Elles parlaient, jouaient, rêvaient. Elliot ne leur avait pas seulement offert un toit. Il leur avait offert un foyer. 1 an plus tard, le placement devint officiel. Elliot les éleva comme ses propres enfants avec une tendresse infinie, mais aussi une discipline juste, ferme et douce.
Il les réveillait chaque matin en sifflotant les chansons de son enfance, des airs country qu'il chantait à moitié faumés qui faisaient rire Miley dès la première note. Il leur préparait des tartines beurrées nappées de confiture de fraises qu'il faisait lui-même, chaque été, avec les fruits cueillis dans le champ voisin. Les matins d'hiver, il allumait le poêle plus tôt pour que la cuisine soit chaude lorsqu'elle descendait pieds nus. Le soir, après le repas, il les installait sur le canapé, sortait un vieux roman de la bibliothèque Mark Twain, Jack London, Laura Ingalls Wilder, et lisait à voix haute, en mimant les personnages, en changeant de ton, en riant avec elles. Parfois, elles s'endormaient avant la fin. Alors, il les portait jusqu'à leur lit, leur bordait la couverture et restait là, quelques minutes, à les regarder dormir. Et quand une poupée perdait un bras, quand une boîte à musique se brisait, Elliot s'installait dans son atelier, à la lumière d'une vieille lampe, et réparait avec une précision d'orfèvre, comme s'il s'agissait de trésors anciens. Lena, studieuse et rêveuse, développait une passion pour les étoiles. Elle passait des heures à lire des livres d'astronomie, à dessiner des constellations dans un cahier, à poser des questions sur la gravité, la lumière, le temps. Elliot l'accompagnait parfois la nuit, allongé à ses côtés dans l'herbe, à regarder la Voie lactée, silencieux, heureux de la voir s'émerveiller. Miley, plus vive, plus audacieuse, posait 1000 questions par jour. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les riches ne partagent pas leur argent? Est-ce que les lois sont justes pour tout le monde? Elle voulait comprendre le monde, le réparer, le confronter. Elliot lui répondait avec patience, et quand il ne savait pas, il disait « Alors on va chercher ensemble ». La maison, jadis figée dans le silence, reprit vie. Les rideaux furent changés, les murs repeints en couleurs douces. Des dessins d'enfants s'accrochaient au frigo, des rires résonnaient dans les escaliers. Les poules du jardin avaient maintenant des prénoms. Et dans le salon, une photo de famille, Elliot au centre, les 2 filles accrochées à ses bras, remplaça enfin celle qui datait de son mariage avec Margaret. Il ne remplaça pas son amour. Il l'agrandit. Chaque dimanche, ils allaient ensemble à l'église. Lena tenait la Bible contre sa poitrine, Miley courait devant pour tenir la porte aux anciens. Les fidèles s'étonnaient, chuchotaient, puis demandaient poliment. « Ce sont vos petites filles ?» Elliot souriait, baissait légèrement la tête et répondait, simplement et avec fierté. « Ce sont mes filles. » Il sacrifiera tout pour elles. Il refusa des contrats de charpenterie bien payés qui l'auraient tenu éloigné de la maison. Il vendit sa vieille voiture Ford de 1969, chérie comme un bijou, pour acheter des fournitures scolaires, des livres, des vêtements. L'hiver, il baissait le chauffage de sa propre chambre pour économiser, mais les filles ne manquaient jamais de chaleur ni de couverture. Il leur enseigna ce que peu d'enfants reçoivent vraiment, la dignité, la patience, la bonté. Il leur apprit à ne jamais humilier, à écouter avant de juger, à tendre la main même à ceux qui les rejetteraient. On ne choisit pas ce que le monde nous donne, mes chéris, leur disait-il. Mais on choisit toujours ce qu'on donne au monde. Et à mesure que les années passaient, Willow Creek regardait, admirait, et murmurait que cet homme-là n'avait peut-être pas de sang dans les veines, mais de l'or. Les années passèrent comme un souffle. La petite maison en bois, autrefois pleine de cris et de rires, devint peu à peu plus silencieuse. Les jouets disparurent des coins de pièces, les posters furent décrochés des murs, les chaussures d'enfants remplacées par des valises lourdes de rêves. Lena, brillante, disciplinée, et toujours émerveillée par le ciel, décrocha une bourse complète pour étudier l'astrophysique à l'Université de Columbia, à New York. Une école exigeante, à l'autre bout du pays, loin des champs tranquilles de Willow Creek. Elle voulait comprendre l'origine de l'univers, percer les mystères du temps et de la matière. Elliot l'avait vu passer des nuits entières à observer les étoiles, à tracer des schémas sur les nappes en papier de la cuisine, à s'émerveiller d'un simple rayon de lune. Miley, fougueuse, intègre, portée par une passion brûlante pour la justice sociale, fut acceptée à Stanford, en Californie. Elle rêvait de devenir avocate pour défendre les enfants sans voix, les oubliés, ceux qui, comme elle, avaient connu l'injustice dès l'enfance. Elle s'était juré qu'aucun enfant ne vivrait ce qu'elle avait vécu. Elliot l'avait entendue des dizaines de fois débattre avec passion sur l'équité, les lois, les droits humains. Quand la date de leur départ arriva, la maison semblait retenir son souffle. Les valises étaient prêtes,
les lettres d'acceptation soigneusement rangées, les billets de bus glissés dans une enveloppe Kraft. Le matin du départ, un brouillard léger couvrait Willow Creek, comme pour voiler l'émotion. Elliot les emmena lui-même à la gare routière du comté. Il n'avait jamais conduit aussi lentement. Le silence dans la voiture n'était pas pesant, il était chargé de souvenirs. Sur le quai, il les serra longuement dans ses bras. Ses mains rugueuses tremblaient. Il ne pleura pas vraiment, mais ses yeux étaient humides, son souffle court, et sa voix voilée. « Je suis fier de vous, murmura-t-il. Allez changer le monde, mais n'oubliez pas qui vous êtes. » Elles promirent de revenir. De l'appeler souvent. D'écrire chaque semaine. De venir pour Noël. Pour Pâques. Pour son anniversaire. Mais, la vie, comme souvent, en décida autrement. Les études les happèrent. Puis vinrent les stages prestigieux, les opportunités professionnelles, les voyages, les amitiés nouvelles. Les appels s'espacèrent, les lettres devinrent des cartes d'anniversaire, parfois même en retard. Des mails brefs, des « je pense à toi » envoyés à la va-vite entre deux réunions. Pas par oubli. Par rythme. Par ce tourbillon qu'est l'âge adulte. Elliot, lui, ne leur en voulut jamais. Il ne s'est jamais permis la moindre amertume. Il savait. Il comprenait. Il avait élevé 2 filles pour qu'elles s'élèvent, pas pour qu'elles restent. Alors il attendait. Il lisait et relisait les lettres qu'il gardait dans une boîte en fer au-dessus de la cheminée. Il encadrait leurs diplômes reçus par la poste. Il contemplait leurs photos d'enfance, figées dans des cadres en bois qu'il avait sculptés lui-même. Il écoutait les bulletins météo pour Columbia et Stanford, comme s'il s'agissait de nouvelles personnelles. Il parlait d'elle au facteur, à la caissière du marché, au pasteur, pas pour se vanter, mais comme on parle de quelqu'un qu'on aime et qui manque. Et chaque soir, en s'asseyant dans le fauteuil de Margaret, il fermait les yeux et murmurait. « Elles vont bien. C'est tout ce qui compte. » Mais au fond de lui, dans les silences les plus profonds de la nuit, une petite voix persistait. Est-ce qu'elles se souviennent? Et ce qu'il ignorait, c'est que oui, elles se souvenaient. Et que le vent allait tourner. 20 ans après ce jour d'automne où il avait nourri 2 petites orphelines affamées et effrayées, Elliot vivait toujours dans sa modeste maison en bois, nichée au creux des collines. La peinture de la façade s'écaillait, le toit grinçait au premier vent, et les marches du porche craquaient sous le poids des années. Tout, autour de lui, portait les marques du temps. Sauf son cœur. Elliot avait vieilli. Ses mains tremblaient lorsqu'il essayait de nouer les lacets de ses bottes. Ses yeux fatiguaient vite devant les lignes d'un vieux roman. Il parlait moins, mais pensait davantage. Pourtant, chaque matin, à l'aube, il enfilait son vieux chapeau de paille et sortait arroser ses plants de tomates qu'il cultivait avec un soin presque paternel. C'étaient ses compagnons silencieux, ses témoins fidèles. Ce matin-là, alors que la brume glissait doucement entre les arbres, un bruit sourd déchira le calme. Ce n'était ni le vent, ni un tracteur, mais un vrombissement mécanique, grave, qui semblait faire vibrer la terre elle-même. Intrigué, Elliot leva la tête. Ses yeux clairs, plissés par l'âge, distinguèrent une forme sombre descendre lentement du ciel. Un hélicoptère. Noir, élégant, comme sorti d'un film. Il se posa dans le champ voisin, soulevant un nuage de poussière et de feuilles mortes. Très vite, les habitants du village accoururent, poussés par la curiosité. Les enfants, excités, les anciens, méfiants, et les jeunes, smartphone en main, filmaient l'événement. C'était une scène irréelle, comme un rêve glissé dans leur quotidien. Les portes de l'hélicoptère s'ouvrirent. 2 femmes en tailleur en descendirent, suivies de caméramens, d'assistants et d'un homme qui portait une mallette. Elles étaient élégantes, sûres d'elles, mais leurs yeux cherchaient quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Elliot, figé près de ses tomates, sentit quelque chose bouger en lui. Une mémoire. Une chaleur ancienne. Il plissa les yeux. Le monde autour de lui semblait s'arrêter. Puis, Lena. Miley. Les 2 femmes sursautèrent à l'appel de leur prénom. Elles se tournèrent vers lui. Et à cet instant, le temps s'effondra. Lena chancela, porta une main tremblante à sa bouche. Ses épaules furent secouées de sanglots. Elle avança lentement, puis se mit à courir.
Miley, plus vive, traversa le champ en quelques enjambées. Elle se jeta dans les bras d'Elliot comme une enfant retrouvant enfin un foyer. « Papa Elliot !» cria-t-elle en pleurant. « On est revenu. On ne vous a jamais oublié. » Lena les rejoignit, les larmes dévalant son visage maquillé. Elle s'agenouilla devant Elliot, saisit ses mains rugueuses et les porta contre son cœur. « Vous nous avez sauvés. Quand tout le monde nous ignorait. Vous avez changé nos vies. » Elliot, submergé, ne dit rien d'abord. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplirent lentement d'eau. Puis il sourit, ce sourire tendre et fatigué qui avait apaisé deux petites filles autrefois. « Vous êtes si belles. Mes filles. » Les caméras filmaient, mais personne n'osait interrompre ce moment sacré. Les villageois, émus, comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un banal reportage, mais d'un retour. D'un hommage. Miley se redressa, essuya ses larmes, puis s'adressa aux curieux. Cet homme que vous voyez là, n'était ni riche ni célèbre. Mais il nous a donné plus que ce que le monde entier aurait pu offrir, de la dignité, un repas chaud, et de l'amour. Grâce à lui, nous sommes devenus qui nous sommes. Aujourd'hui, Lena et moi dirigeons une fondation pour l'enfance abandonnée. Mais tout a commencé ici. Avec lui. Des applaudissements timides s'élevèrent, puis plus francs, plus forts. Certains pleuraient. Elliot, humble, baissa les yeux. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. » murmura-t-il. « Si, papa Elliot, » répondit Lena. « Vous avez vu deux enfants que personne ne regardait. Vous nous avez fait sentir que nous avions de la valeur. C'était extraordinaire. » Elliot les serra contre lui, longtemps. Et ce matin-là, sous un ciel doux et chargé d'émotions, ce vieux jardin baigné de lumière fut témoin d'un miracle bien plus grand que l'atterrissage d'un hélicoptère, le retour de la gratitude, et de l'amour rendu au centuple. Ce jour-là, dans un salon baigné de lumière, alors que le thé refroidissait dans ses mains tremblantes, Elliot regardait ses deux anciennes protégées avec des yeux embués. Elles avaient tant grandi, tant accompli. Il n'avait jamais rien attendu en retour, pourtant elles étaient là, devant lui, avec cette lueur fière dans le regard. C'est alors qu'elles lui révélèrent, presque en chuchotant comme on livre un secret sacré, qu'elles avaient fondé une organisation internationale, The Parker Foundation, du nom qu'elles avaient choisi non pas pour elles, mais en hommage à lui. Une fondation dédiée aux orphelins, aux enfants abandonnés, à tous ceux qui, comme elles autrefois, avaient connu la faim, la peur et l'absence d'amour. Leurs yeux brillaient d'émotion en énumérant les projets réalisés, des foyers ouverts dans plus de 20 pays, des écoles bâties dans les quartiers les plus défavorisés, des cliniques mobiles sillonnant les villages oubliés. Elle parlait de milliers d'enfants secourus, soignés, éduqués. Et à chaque fois qu'elle disait « Grâce à toi », Elliot sentait son cœur battre un peu plus fort, un peu plus vite. Mais ce n'était pas tout. Elles avaient gardé une surprise, la plus belle. Elliot fut escorté, sans savoir où il allait, jusqu'à un héliport. Le ciel était clair ce jour-là, le vent léger. L'hélicoptère s'éleva doucement dans les airs, survolant la campagne, les villes, les souvenirs. En bas, le monde continuait, mais pour lui, le temps semblait suspendu. Après une heure de vol, il aperçut une grande bâtisse moderne nichée au cœur d'un écrin de verdure, entourée d'un jardin fleuri et d'une cour remplie de rires d'enfants. L'hélicoptère atterrit en douceur. Deux jeunes filles l'aidèrent à descendre, et l'un des enfants, un garçon à la peau sombre et aux yeux clairs, courut vers lui et lui prit la main. À l'entrée, une plaque gravée scintillait au soleil. Maison Parker, en mémoire de l'homme qui nous a appris ce que signifie être aimé. Il ne put retenir ses larmes. La maison était vaste, lumineuse, décorée avec goût mais sans ostentation. Elle respirait la chaleur humaine. Des dessins d'enfants ornaient les murs. Des bibliothèques débordaient de livres, et les cuisines exhalaient le parfum du pain frais. Dans chaque recoin, il y avait une trace de tendresse. Elliot y vécut ces dernières années dans une paix douce et profonde. Chaque matin, des enfants venaient frapper à sa porte pour l'aider à marcher. Chaque soir, il racontait des histoires souvent la sienne, parfois celles des enfants devenus des femmes, devenus des mères, devenues les bâtisseuses de cette œuvre. Il l'appelait « Papy Elliot ». À chaque nouvel arrivant, à chaque enfant triste ou blessé, on murmurait « Tu verras,
Papy Elliott va te raconter son histoire. Et tu comprendras que tu n'es pas seul. Il ne connut pas la solitude. Il mourut entouré d'amour. Et lorsque la nouvelle de son départ se répandit, ce fut comme une onde qui traversa des continents entiers. Des centaines de personnes vinrent à ses funérailles. Beaucoup avaient grandi, fondé des familles, réussi leur vie, mais tous portaient ce jour-là une rose blanche à la main. Une simple rose blanche, symbole d'un amour pur et inconditionnel. Et au pied de sa tombe, une petite fille déposa un dessin. On y voyait un vieil homme avec une canne, tenant la main d'un enfant. Au-dessus, elle avait écrit « Merci de m'avoir aimé avant même que je comprenne qui j'étais. » Car grâce à lui, un cœur à la fois, le monde avait vraiment changé.